Je vous propose qu'on passe à travers les grandes familles botaniques de légumes. Il y a tout plein de trucs particuliers à savoir pour chacune de ces familles-là. La première, les solanacées. Moi, j'étais super impressionné que les patates et les tomates, c'était vraiment dans la même famille. Il y a même des plants qui sont capables de fournir à la fois des patates et des tomates. C'est vraiment cool. Bref, c'est la même famille. Fait que les tomates, pommes de terre, aubergines, poivrons, piments, cerises de terre, ce sont toutes des solanacées. Ce sont toutes des plantes, à part l'aubergine, qui proviennent d'Amérique. Fait que c'est vraiment drôle. La tomate italienne, en fait, elle vient d'Amérique. Ça pousse ça dans les régions tempérées et tropicales. Ça a besoin de chaleur. Puis si vous voulez faire pousser vos tomates, là, malheureusement, elles risquent de tomber assez rapidement. Fait qu'un des trucs pas cher, si vous voulez vous faire des tuteurs à tomates, il y en a qui se prennent des grillages à béton comme ça, c'est super ingénieux. Ils le plient, enfoncent ça dans le sol. Fait que là, la plante pousse, puis elle va s'accoter tranquillement pas vite sur les différents grillages de votre grillage à béton. Et vous allez avoir une super production. Vos tomates ne traîneront pas à terre, puis ils risquent moins de pourrir comme ça. Ah ouais, il y en a qui disent qu'il faut enlever les gourmands de vos plants de tomates. Comme ça, vous allez avoir une meilleure production. Mais faites le test, ça ne fonctionne pas. Vous n'allez pas produire davantage. Par contre, si vous enlevez les gourmands, mais on devrait dire des tiges secondaires, votre plante va pousser plus haute. Fait que si vous n'avez pas beaucoup d'espace de superficie, puis vous avez des tuteurs plutôt linéaires, verticaux, ben OK, oui, ça peut valoir la peine. Mais si vous voulez avoir une bonne production, là, vous êtes mieux de ne pas enlever les tiges secondaires. C'est toujours rare que c'est bon d'arracher des membres à quelqu'un pour qu'il aille mieux, mais écoutons. Ah, ça se peut aussi, malheureusement, que vos tomates aient la pourriture apicale ou le cul noir de la tomate. Ça, c'est un peu plate, parce que quand ça commence à devenir noir, la tomate pourrit comme ça, puis on peut perdre la moitié ou même plus de la tomate. Fait que, tu sais, c'est long à enlever, c'est pas agréable. Puis il y en a qui vont dire que c'est un manque de calcium dans le sol. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Il peut y avoir suffisamment de calcium dans le sol, mais pas assez de calcium dans la tomate, et là, vous allez avoir la pourriture apicale. C'est d'abord et avant tout parce qu'on arrose en dents de scie. Si on n'arrose pas d'une façon régulière vos tomates, ou si vous n'avez pas mis de paillis, là, puis là, il y a tout le temps de l'eau accessible, s'il y a tout le temps de l'eau accessible, il va toujours y avoir du calcium accessible pour vos tomates. Mais si vous arrosez, période de sécheresse, arrosez, période de sécheresse, bien, pendant la période de sécheresse, il n'y aura pas de calcium qui va monter à votre tomate. Puis avec très peu de calcium, vous allez développer le cul noir de la tomate. Fait que la solution, c'est pailler ou arroser. Assurez-vous que le pH soit quand même neutre, pas trop d'engrais, pas trop de sarclage, puis prenez un bon cultivar. Si vous prenez la Big Bug, la Fantastique, des tomates à l'italienne, ben vous courez après le trouble. Malheureusement, il y a pas mal plus de chances que vous allez avoir la pourriture apicale. Il y en a aussi qui vont vous dire que ça va vous prendre du sel d'Epsom. Mais c'est un peu bête. S'il manque de calcium dans la tomate, puis vous rajoutez du MgSO4, il n'y a pas de calcium là-dedans, ça n'aidera pas du tout. Puis, on en a parlé tantôt, les coquilles d'œufs, ça n'aide pas. Même s'il y a tout plein de calcium dans vos coquilles d'œufs, ils ne se dégradent pas assez vite dans la vie d'un jardinier pour que ça ait un apport significatif en calcium. Fait que si vous mettez vos grains, vos écailles d'œufs dans votre jardin, ben c'est pour les générations futures, puis même là, ça va en prendre quelques-unes. Il y a la famille des cucurbitacées aussi. Concombre, melon, citrouille, courge, toute la même famille. Fait qu'eux autres aussi peuvent pousser dans des régions tempérées, chaudes, tropicales. Mais attention, leurs racines sont super fragiles. Fait que quand vous les transplantez, faites super attention. Vous pouvez maganer, puis s'il vous plaît, vos plants, là, ça serait risqué. Hey, ça se peut aussi que vos fruits tombent. Fait que quand le fruit commence à pousser, puis pouf, il tombe alors qu'il n'était même pas prêt, ben, c'est que malheureusement, probablement qu'il n'a pas été pollinisé. Fait que plantez-en des fleurs dans votre jardin. Ça va amener des pollinisateurs. Vous allez perdre moins de vos fruits. Ça se peut aussi malheureusement que vous soyez envahi par la chrysomèle du concombre. Ben, deux solutions qu'il pourrait y avoir à ça, c'est qu'utiliser des couvertures flottantes, des espèces de voiles qui vont empêcher les insectes de se promener de plant en plant. Ça va leur donner une chance. Mais aussi, un peu comme la tomate, allez pas chercher des variétés qui sont sensibles ou connues pour avoir des maladies ou avoir des prédateurs comme la chrysomèle. Comme ça, vous allez avoir pas mal plus de chances d'avoir de bons rendements, là. Il y a les brassicacées, donc le chou, radis, navet, cresson. Ce sont des fleurs à 4 pétales. D'ailleurs, le chou brocoli, chou frisé, chou-fleur, chou rave, c'est exactement la même espèce, mais qu'on a sélectionné avec le temps, puis que ça a développé des phénotypes complètement différents. Mais ça reste la même espèce. Fait que malheureusement, il y a deux prédateurs qu'on peut avoir avec ces familles-là. Il y a la périide du chou
et la mouche du chou. Dans les deux cas, si vous rajoutez des couvertures flottantes, ça va vous donner un coup de main. Mais pour la mouche du chou, si vous plantez tardivement, à partir du 10 juin, il y a moins de chances que la mouche du chou vous embête parce qu'elle est surtout active au début de la période de jardinage. Si vous voulez avoir le moins de problèmes possible avec la périllite du chou de son côté, vous pouvez planter des choux autres que le chou vert. Ils vont moins attirer la périllite du chou. Vous pouvez faire du compagnonnage logique aussi. Si vous plantez des tomates sans fleurs tout autour, ça va moins attirer les papillons. Puis si vous pouviez avoir des prédateurs comme des guêpes, des oiseaux, des araignées, des crapauds, des couleuvres, bien, les petites chenilles vont manger une taloche. Vous allez avoir une meilleure production. Puis aussi, éviter la monoculture parce que si vous faites un concentré de chou vert, oh ben là, la pyrrhide va avoir avantage à venir. Puis quand elle va se mettre à proliférer, elle va avoir de la place. Il y a la famille des fabacées aussi. Ce sont les légumineuses. Eux autres sont essentielles. Elles sont souvent associées avec des bactéries qui vont fixer l'azote. Eux-mêmes vont apporter des acides aminés essentiels que les céréales n'amènent pas. Fait que ça en prend des légumineuses. Fait que c'est la famille des haricots, des fèves, des pois, de lentilles, des soya. Puis une fois matures, pas quand ils sont verts, quand la chlorophylle a été défaite, puis on a stocké ces protéines-là à l'intérieur des fèves, là, c'est une source de protéines vraiment intéressante. Puis là, il y a un mythe qui dit que si on mange tout plein de soya, il y a des phytoestrogènes et ça va bouleverser vos hormones. Or, c'est simple, non, c'est pas le cas. Les phytoestrogènes sont suffisamment différentes des estrogènes humaines pour que ça n'a pas du tout d'impact. Fait qu'on a regardé des variations d'hormones. Si on prenait des phytoestrogènes qu'on retrouve dans le soya, par exemple, on a regardé le taux d'apparition de cancer, que ce soit la prostate, des ovaires et compagnie, ça ne change rien de prendre du soya. Faites-vous-en pas, c'est des molécules complètement différentes. L'estrogène provient du cholestérol. Seuls les animaux peuvent produire du cholestérol. C'est des molécules suffisamment différentes, complètement différentes, et ils n'ont pas du tout le même effet chez les organismes animaux. Il y a la famille des apiacées, donc ça comprend le persil, carotte, angélique, aneth, coriandre, cerfeuil, fenouil, céleri, panais. Fait qu'ils ont des fleurs en ombelle et des racines pivotantes. Et puis saviez-vous ça, les premières carottes que l'humanité a cultivées, elles étaient violettes. Fait que c'est au fil du temps, à force de sélectionner des plants, qu'ils ont fini par devenir orange. Et puis, savez-vous d'où vient l'idée que les carottes permettent de bien voir? Ben, c'est une manigance que les Anglais ont faite pendant la Deuxième Guerre mondiale, et cette manigance-là, elle est géniale. Hein, ils ont développé le radar, ça leur a donné un avantage extraordinaire aux Alliés. Ils étaient capables de repérer où étaient les avions allemands pendant la nuit. Puis pour pas que les Allemands se doutent que les Anglais avaient développé une nouvelle technologie, ils ont fait tout plein de publicités à Londres puis en Angleterre comme quoi que les carottes donnaient une vision nocturne. Fait que là, les Allemands disent « Oh non! » Ils prennent des carottes, ils voient bien dans le noir, ils sont meilleurs de la nuit, ils réussissent à trouver nos avions. Ça n'a pas de bon sens, mais c'était pas vrai. C'était pas vrai. C'était juste pour cacher qu'ils avaient développé le radar. Fait que ce n'est pas vrai que les carottes sont bonnes pour la vision. Oui, c'est vrai qu'il y a de la vitamine A dedans qui est nécessaire pour fabriquer les molécules qui sont dans vos yeux, mais à partir du moment que vous en avez une certaine quantité, en prendre plus, comme n'importe quelle vitamine, ça n'aide pas davantage. Le but des vitamines, c'est d'en avoir un minimum. Dès que vous avez dépassé ce minimum-là, vous êtes correct. En prendre plus, ça ne change pas grand-chose. Il y a la famille des astéracées aussi, qui comprend la chicorée, la laitue, le pissenlit, l'artichaut, le cardon, le topinambour, les alcifis. Ils ont des fleurs en capitules. Ah, puis vous avez sûrement déjà eu des limaces qui sont venues manger vos légumes, puis on vous a dit de mettre des copeaux, des morceaux d'œufs tout autour pour empêcher les limaces de venir, parce que les coquilles d'œufs vont couper les limaces, ils n'aimeront pas ça. Ben, faites le test. Les coquilles d'œufs vont attirer vos limaces, puis vous allez perdre votre laitue. Fait que ça, c'est un autre mythe qu'il faut déboulonner. Ça ne vaut pas la peine d'émietter des coquilles d'œufs dans votre jardin. Donnez-les aux poules. Ou au pire, mettez-les dans votre compost de la municipalité. Là, ils vont être capables de transformer ça puis de faire quelque chose d'utile avec. On dit aussi qu'on peut mettre de la bière dans votre jardin. Comme ça, ça va noyer les limaces. Mais regardez ce que ça fait, en fait. De la bière, c'est bon. Fait que ça va attirer les limaces. Il y en a qui vont mourir là, dans votre pot, mais ça va attirer plein de limaces dans votre jardin. Ils vont être attirés par ça. Puis après ça, ils vont se donner à cœur joie. En fait, ça va être le party. Ils vont pouvoir manger vos autres plants qui sont tout autour. Fait que non, mettre un pot de bière dans votre jardin, ça n'aide pas. À la limite, vous pourriez mettre le pot de bière dans le jardin de votre voisin. Comme ça, les limaces vont aller chez... Non, faites pas ça. C'est pas une bonne idée. C'est pas cool.
Non, 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 ça va attirer plus les limaces que d'autres choses. Fait que oui, il va en avoir quelques-unes qui vont mourir dans le fond, mais la majorité vont être attirées, puis ça va être encore plus néfaste pour votre jardin. Par contre, vous pourriez mettre un cerceau de cuivre autour de vos plantes. Puis ça, je ne sais pas pourquoi, mais les limaces n'aiment pas ça. Ils ont de la misère à passer. Puis je ne sais pas pourquoi non plus, quand on achète des incubateurs à bactéries ou à CO2, on peut payer un supplément pour le mettre à l'intérieur en cuivre. Les bactéries poussent moins sur ces surfaces-là. Fait que les limaces n'aiment pas ça, les bactéries n'aiment pas ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça semble fonctionner. Si vous voulez vous débarrasser de vos limaces, fournissez de l'eau et des cachettes aux couleuvres, grenouilles, crapauds, lucioles, carabes, musaraignes et oiseaux. Fait que si vous avez un petit spot d'eau, si vous avez de la nourriture à oiseaux, puis là vous les attirez, ben ils risquent de manger votre surplus de limaces qui vous embête. Ça fonctionne aussi. Il y a la famille des lamiacées, c'est la famille des fines herbes. Fait que le thym, la sarriette, la menthe, le basilic, la mélisse, l'origan, la sauge, ce sont toutes des plantes aromatiques qui font partie de la famille des lamiacées. Vous avez le goût d'avoir des plantes, des fines herbes à l'intérieur? Oui, ça vaut la peine, c'est vraiment le fun, mais c'est peu probable que ça se reproduise et que ça se multiplie. Parce qu'Aline, ils ne vont pas avoir assez de soleil pour pouvoir se multiplier. Ça se peut que ça fonctionne, mais c'est peu probable. L'idéal, ça reste l'extérieur.